Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le président du Faso, Michel Kafando, est à Paris depuis hier. Au programme de cette visite de travail et d'amitié, un entretien avec le président français François Hollande, le président de l'Assemblée nationale française et d'autres personnalités de l'Hexagone. Deux artistes musiciens burkinabés, Awa Nadia et Diko Fils, hospitalisés à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Ils ont été victimes d'un accident de la circulation ce samedi alors qu'ils se rendaient à Bogandé pour un concert. Awa Nadia serait toujours dans le coma. Sur invitation du président français François Hollande, le président du Faso est à Paris pour une visite d'amitié et de travail. Michel Kafando est arrivé hier dans la capitale française. Le point avec nos envoyés spéciaux Alassane Zéo et Abdel Aziz Yagibou. Après un premier rendez-vous manqué, Michel Kafando foule le sol français avec à son agenda une série de rencontres. À l'accueil, une délégation de la représentation diplomatique du Burkina en France, avec à ses côtés la diaspora burkinabé de Paris. Cette visite vient renforcer ce qui existe déjà et il y a des perspectives beaucoup plus heureuses encore parce que nous allons avoir certainement besoin du soutien de la France encore pour nous permettre de sortir de cette transition. Depuis, c'est la première visite de haut niveau que Michel Kafando effectue ici à Paris. La communauté burkinabé de Paris, solidaire de cette démarche du président du Faso, y voit une opportunité pour échanger sur la vie de la nation. Mais tout d'abord, le président de la transition burkinabé débutera cette visite de travail et d'amitié par un tête-à-tête ce lundi dans la matinée avec son homologue François Hollande. Et puis, sachez justement que le président du Faso, Michel Kafando, a été reçu ce matin au palais de l'Élysée par son homologue français, François Hollande. Nous reviendrons en image sur cette information dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a reçu ce matin la commissaire aux droits de l'homme et de l'action humanitaire de la Mauritanie. Achetou Min Maïhan était porteuse d'un message du Premier ministre mauritanien à son homologue burkinabé. Le contenu du message n'a pas été dévoilé à la presse. Ce sont des noms bien connus de la musique burkinabé. Awa Nadia et Diko Fils ont été victimes d'un accident de la circulation ce samedi alors qu'ils se rendaient à Bogandé pour un concert. L'accident est survenu suite à l'éclatement d'un pneu du véhicule qui les transportait. Ils ont tous été hospitalisés à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Des précisions avec Hippolyte Milogo et Tanga Kafando. C'est ici, en réanimation, que Awa Nadia est admise après l'accident de circulation survenu dans l'après-midi du samedi 30 mai 2015. Elle était avec Diko Fils et une danseuse qui, eux, se trouvent en urgence traumatologique. Awa Nadia est donc la victime la plus touchée de l'accident. Elle est en réanimation et nous mettons tout en œuvre. Nous, médecins de la réanimation, tout comme tous les médecins spécialistes de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, pour que ses soins soient de bonne qualité et que son pronostic se concrétise rapidement dans le meilleur sens. L'état de santé de Diko Fils n'est pas critique selon son manager qui espère qu'il recouvrira bientôt sa santé. Diko, il arrive à causer, il arrive à reconnaître les gens, donc il a le moral, donc ça va, je peux dire ça va. L'accident est survenu au moment où l'équipe était en partance pour Bogandé, où elle devait animer un concert. On prend tout de suite la direction du Conseil national de la transition. Vendredi dernier, des membres du gouvernement sont allés répondre aux questions des députés. La séance plénière a porté sur des sujets d'actualité et des sujets concernant le transport, les OGM et le découpage administratif du Burkina Faso. La synthèse des travaux avec Tanga Kafando. À 4 reprises, les députés ont interpellé le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Des questions portées sur la nécessité de modification du Code général des collectivités territoriales, l'exercice du droit de vote et d'éligibilité des détenus lorsqu'ils ne sont pas frappés par une sanction de déchéance de leurs droits civiques et l'état des demandes de création de nouvelles circonscriptions administratives suite au processus de réforme du découpage territorial initié au cours des 2 dernières années. Nous pensons que la transition
de mon point de vue, en tout cas, la période la mieux indiquée, en tout cas pour faire le truc dans l'impartialité totale. La question orale, sans débat, adressée au ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, a porté sur la recrudescence du trafic anarchique des gros véhicules dans les grandes villes de Burkina. Les députés auteurs de la question appellent au renforcement du contrôle de la circulation de ces véhicules dans les grandes villes pour éviter les désagréments causés. J'ai rappelé aux députés qu'il existe une réglementation des véhicules poids lourds au Burkina Faso, mais c'est un texte qui a été pris en 1998. Les députés se sont également préoccupés des mesures prises pour identifier les risques potentiels et les effets pervers liés à la culture du coton GBT au Burkina. Ouverture de prudence, telle est la politique du gouvernement de transition, prévoir les risques et ne pas rester en marge de l'évolution biotechnologique. Ce matin, les députés membres du groupe parlementaire des forces de défense et de sécurité étaient réunis à Koudougou à la faveur de leur première journée parlementaire. En plus du bilan à mi-parcours de leur participation aux activités du CNT, ils se sont penchés sur le rôle et la place d'une armée républicaine dans un état de droit. Ernest Kambiré. À Koudougou, ces militaires et paramilitaires, députés membres du groupe parlementaire forces de défense et de sécurité, se retrouvent pour faire le bilan à mi-parcours après 6 mois de présence au sein du Conseil national de transition CNT. Ces premières journées parlementaires du groupe FDS vont également permettre de renforcer les capacités de ces députés dans l'élaboration des lois, la mission du contrôle gouvernemental et dans la juste compréhension de la place et du rôle d'une armée républicaine dans un état de droit. Sur la contribution du groupe parlementaire forces de défense et de sécurité à la réussite de la transition en cours, le président du groupe se dit satisfait du travail de sa composante constituée par les militaires et paramilitaires. Nous avons eu à connaître, à examiner des projets de loi venant donc du gouvernement. Nous avons eu aussi à voter donc ces lois et nous avons eu donc à contrôler l'action du gouvernement à travers nos questions orales. Et je peux vous assurer que les membres du groupe parlementaire Forces de défense et de sécurité ont pleinement participé et à poser donc des questions qui sont aussi des aspirations donc de la population. Donc en liaison donc avec les idéaux de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Nous avons aussi en notre sein mené beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités au niveau donc des instances interparlementaires. Outre le bilan à mi-parcours, il est prévu plusieurs communications qui s'articuleront sur les défis de la transition réussie, la place et le rôle d'une armée républicaine dans un état de droit, cas pratique du Burkina Faso. Burkina Yiroua, c'est le nom du nouveau parti de Étienne Traoré, ancien vice-président du PDS MEDBA. Le parti qui se réclame de l'idéal socialiste s'est dit ouvert aux alliances avec d'autres formations politiques. Burkina Yiroua compte également prendre part aux élections générales d'octobre prochain. Le point avec Fousseni Kindo. Burkina Yiroua, c'est la nouvelle destination du professeur Étienne Traoré et ses camarades 3 semaines après leur départ du PDS MEDBA. Burkina Yiroua est un parti de gauche de l'avis de ses fondateurs et entend conquérir le pouvoir d'État, soit en solo ou en alliance avec d'autres partis politiques et formations du Burkina. Et toujours selon ses fondateurs, Burkina Yiroua privilégie le développement endogène, celui qui se fait en partant prioritairement des besoins et intérêts réels de nos populations. Nous pensons que la politique doit être au service du social et pas l'inverse. Donc on fait la politique pour développer le social. Et pour remplir tous ces objectifs, il faut que l'économie se mette au service du politique. Ce qui n'est pas souvent le cas, surtout aujourd'hui, où la politique est à peu près presque humiliée par les aspects économiques, les intérêts individuels. Burkina Yiroua a pour devise patrie, justice, unité et place le patriotisme au centre de son action pour venir à bout des maux qui minent la gestion de la chose publique ici au Faso. Le parti compte participer aux échéances électorales d'octobre prochain
Et au sujet de la présidentielle du 11 octobre, le Congrès a donné mandat au secrétariat exécutif national soit d'investir le candidat du parti, soit de soutenir un autre candidat dans le strict respect de leurs orientations idéologiques et politiques. La présidente du PDC, le Parti pour le développement et le changement, a entamé une tournée de mobilisation et d'échange avec les militants du Centre-Nord. La sortie a permis à Saran Séré-Sérémé d'écouter les doléances des populations et d'expliquer le projet de société de son parti. Les étapes de Rouko et de Sabsé avec Yolande Lompo. Rouko, première étape de la tournée dans le centre-nord de Sara Séré-Sérémé, la présidente du Parti pour le développement et le changement PDC. Pour ce premier face-à-face, les femmes, les jeunes et les anciens, après avoir égrené leur chapelet de doléances centrées sur les problèmes d'eau et de santé, ont promis une victoire écrasante à leur candidate au soir du 11 octobre 2015. Et pour y arriver, l'emblème du parti leur a été clairement expliqué afin qu'ils puissent l'identifier parmi tant d'autres au moment venu. Les actes précèdent et ces populations savent qu'avec le PDC, leurs préoccupations seront effectivement prises en charge. Nous relevons les préoccupations pour ne pas oublier, pour pouvoir une fois au premier poste, à la première magistrature suprême, pouvoir honorer justement ce que nous avons retenu comme préoccupation. À Sabsé, seconde étape de sa tournée, la présidente du PDC et sa délégation, encadrée par les jeunes, sont allés rendre une visite de courtoisie au chef coutumier de la localité, histoire de recevoir les bénédictions avant d'amorcer la troisième étape de sa tournée. Le Centre-Nord a également été visité par l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. La tournée a été marquée par 3 meetings à Bourzanga, Kongoussi et Rouko. Le président du parti, Zéphirin Diabré, a appelé les populations à s'engager pour la cause de l'UPC. Le point avec Aruna Maré. C'est une journée marathon pour le président de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, en tournée dans le BAM. 3 meetings en une journée, Bourzanga, Kongoussi et Rouko. Dans ces 3 localités, Zéphirin Diabré demande aux populations d'accorder leur suffrage à son parti pour lui permettre de gagner les élections et d'imprimer le changement. Une sorte de revue des troupes qui nous permet de voir l'état de santé du parti dans cette province-là. Et je dois dire que si on a tiré un premier bilan, le parti se porte relativement en bonne santé dans la province du BAM. La mobilisation est importante. On ne dit pas qu'elle est exceptionnelle parce qu'il faut toujours viser l'excellence. Lors de ces meetings, les porte-paroles de ces populations se disent prêts à se mobiliser pour le parti. Ils ont aussi soumis des doléances relatives au désenclavement de la province, l'accès à l'eau potable, au microcrédit, à l'emploi et au centre de santé. Zéphirin Diabré les exhorte à poursuivre la sensibilisation. L'UPC se porte bien dans le BAM. En effet, à ce jour, toutes nos structures sont installées et la mobilisation est au maximum. Voici le présent offert au président de l'UPC à Rouko, dernière étape de cette tournée. La population de cette localité plaide cependant pour la prolongation de l'enrôlement biométrique. Message que Zéphirin Diabré s'est engagé à porter auprès de qui de droit. La pré-campagne bat son plein, chaque parti défend ses intérêts, mais il y a de la place pour l'amitié et peut-être pour les alliances. L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement et le parent, le parti de la Renaissance nationale viennent de le prouver à travers la visite de courtoisie de Zéphirin Diabré à Taïroubari. Hippolyte Milogo et Nathalie Savadogo. UPC chez le parent. Le visiteur du jour, Zéphirin Diabré, dit être venu au siège national du parent pour une visite de courtoisie. Tous membres de l'ex-chef de file de l'opposition politique CEFOP, les 2 partis politiques partagent la même lecture de la situation politique post-insurrectionnelle pour une transition politique réussie. C'est une visite de courtoisie. Sur les questions d'actualité aussi, nous avons des convergences. Comme j'ai dit, nous nous sommes battus ensemble au niveau donc du CEFOP pour avoir la transition que nous avons aujourd'hui. Et nous continuons d'avoir la même lecture de la situation politique dont nous espérons qu'elle va évoluer harmonieusement jusqu'à la fin donc, de cette transition.
À la question de savoir si cette démarche de l'UPC ne vise pas une alliance en prévision des élections présidentielles à venir, Tahirou Bari répond. Pour l'heure, c'est une première démarche et je pense que lorsque deux personnes ayant un minimum de convergence de point de vue arrivent déjà à se parler, ça veut dire que rien n'est à exclure. Mais pour le moment, c'est un début de collaboration franche et directe et j'espère que cette dynamique va être maintenue. Les élections présidentielles sont prévues dans 5 mois. Les deux leaders qui se sont croisés seront sans doute des candidats. L'avenir nous dira s'ils vont s'accorder pour une alliance. Pendant ce temps, le ministère en charge de la promotion de la femme poursuit son lobbying pour une plus grande implication des femmes dans la politique. Une rencontre avec les partis politiques sur le sujet s'est ouverte à Koudougou. Il est attendu des recommandations en vue de la relecture de la loi portant fixation du quota de 30% au profit de l'un ou de l'autre sexe sur les listes électorales. Le point avec Hortense Evelyne Yelemou. Malgré l'adoption de la loi sur le quota genre en 2009, la représentativité des femmes au sein des partis politiques reste faible. 15% de femmes à l'Assemblée nationale en 2007 contre 19% en 2012. La rencontre avec les partis politiques a pour but de changer sur les difficultés d'application de la loi. Nous avons relevé un certain nombre d'insuffisances liées vraiment au manque de décrets d'application et c'est la raison pour laquelle ce matin nous avons voulu que des experts se réunissent et que véritablement à la fin de ces temps d'échange, que vraiment on puisse sortir avec des résultats positifs qui permettront réellement l'application effective de cette loi. 2015 et 2016 vont connaître l'organisation des élections municipales et législatives au Burkina. C'est une opportunité pour la ministre d'espérer une amélioration sensible de la participation féminine. En ligne de mire, la relecture de la loi portant quota de 30% au profit de l'un ou de l'autre sexe. Des insuffisances que nous avons relevées, à savoir le manque de décrets d'application qui ne permet pas de renforcer la représentativité des femmes, soit réellement pris en compte, que sur les listes électorales également, les femmes soient positionnées comme cela se doit et enfin au niveau de la dissuasion des partis politiques par rapport à la sanction pécuniaire, cela aussi puisse être revu. Selon le classement de l'Union interparlementaire de 2015, le Burkina est classé 98e sur 134 avec un taux de 13% de représentation des femmes au Parlement. Avec la relecture de la loi, ce taux devrait connaître une hausse. Tout autre chose, à présent, le 9 juin prochain, plus de 300 000 candidats vont se lancer à l'assaut du CEP, le certificat d'études primaires et du concours d'entrée en 6e. Le ministère en charge de l'éducation nationale est fin prêt pour organiser cet examen. Il a dévoilé à la presse les innovations de la session de 2015. Estelle Judith Assogba. Plus qu'une semaine et les candidats au certificat d'études primaires CEP et du concours d'entrée en classe de 6e session 2015 iront à la conquête du premier diplôme du primaire. Ils sont 330 634 inscrits, dont 174 candidats en situation de handicap qui composeront dans 475 circonscriptions d'éducation de base. Un effectif en baisse de plus de 21 000 candidats comparativement à la session précédente. Une des innovations majeures, c'est le fait pour l'admission à l'entrée en 6e, que les gouverneurs aient délégation de pouvoir pour signer les arrêtés. Du coup, ça réduit énormément le temps, et ça permet d'orienter rapidement les candidats et ça permet d'aborder la rentrée de manière plus sereine. Autre innovation, toujours au niveau du certificat, c'est le fait que la partie qui était prise en charge par les communes, l'État récupère une partie à sa charge, notamment les frais de prise en charge des maîtres accompagnateurs. L'autre innovation, c'est en matière d'enseignement bilingue. Il y a des langues qui sont enseignées mais qui n'étaient pas évaluées, notamment le cas du lébéri, mais du baraka, qui sont des langues, le baraka qui sont une variante du bissa. Et ça permet effectivement d'évaluer les élèves dans les langues d'enseignement. Plus de 3 milliards 300 millions de francs CFA, c'est le coût de l'organisation de cet examen unique. Pour assurer le bon déroulement de la présente session, près de 50 000 acteurs seront mobilisés.
Des dispositions ont été également prises pour parer à toute éventualité de fraude. En matière de fraude, il y a tous les cas de figure, mais il y a des dispositions qui sont prises. D'abord, la première des choses, c'est qu'on ne doit pas communiquer en salle d'examen. On ne doit pas disposer d'éléments qui soient des éléments autres que les copies de composition. Et tout cas de fraude sanctionné immédiatement, c'est d'abord l'exclusion du centre, que ce soit les candidats, que ce soit les surveillants et autres. Et ensuite, il y a une procédure disciplinaire tout simplement qui appréciera. À la date d'aujourd'hui, les 13 régions ont déjà reçu les épreuves et les arrêtés des gouverneurs nommant les surveillants. A priori, tout est fin prêt. Le rendez-vous est donné pour le 9 juin prochain, date du début des examens. Ils sont chargés de la gestion des ressources financières des collectivités territoriales du plateau central. Depuis ce matin, les comptables de ces communes suivent une formation sur la comptabilité de l'ordonnateur et du receveur. L'objectif est d'assurer une bonne administration des devises de ces collectivités. Moumouni Soubeiga. Ils assument tous les fonctions de comptable dans les collectivités territoriales. C'est une tâche qui comporte des exigences et pour leur permettre de jouer pleinement les rôles, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a opté de renforcer leurs capacités. Le premier module va rappeler un peu tout le cadre réglementaire, en tout cas qui régit la comptabilité au niveau des collectivités territoriales. Alors, le deuxième module va être axé sur l'ensemble des documents qui doivent être utilisés à leur niveau. Et le troisième va consister vraiment à des travaux pratiques. La formation se tient dans un contexte où la gestion des communes est placée sous la responsabilité des délégations spéciales et les autorités régionales la trouvent opportune. C'est effectivement des autorités qui ont hérité des collectivités sans au préalable été formées pour gérer en réalité ces collectivités-là. Donc c'est vraiment une occasion qui va nous permettre d'avoir des rudiments à même de pouvoir gérer au mieux les collectivités pendant cette période de transition. Le PACT, le programme d'appui aux collectivités territoriales, soutient la Direction générale du Trésor dans cette campagne de renforcement des capacités. La prochaine cible, c'est Banfora et Dori, où des acteurs de plusieurs autres communes bénéficieront de la même formation. Le coordonnateur national de l'Union nationale des dozo et tradipraticiens de la santé du Burkina Faso a été installé ce 30 mai. La cérémonie qui tranche avec tous les modèles classiques s'est déroulée en présence des chefs dozo des différentes provinces du Burkina Faso. Le point avec Evelyne Dabiri. Des coups de fusil, de la musique, puis installation de Yacouba Diarra dit le Bronx comme coordonnateur national des dozo tradipraticiens de la santé du Burkina. Un cérémonial en apparence sobre, mais qui renferme toute une symbolique, celle de l'unité des dozo du Burkina et de leur engagement pour le bien-être de la population, selon le coordonnateur. Cette union nationale des dozo tradipraticiens date de plus de 15 ans. L'union nationale des dozo, souciant de la dégradation de nos sols, nous nous sommes levés pour faire la lutte, combattre contre la désertification, les feux de brousse, coupe abusive du bois, la sauvegarde des animaux. L'Union nationale des dozo tradipraticiens a initié ces 3 dernières années plus de 33 bosquets plantés, initiés et protégés par dozo eux-mêmes, que nous appelons les bosquets risques des plantes utiles et des plantes médicinales. Cette installation a été faite par les chefs dozo des différentes confréries, dont celle des chasseurs dozo de l'ouest du Burkina. Elle a été aussi l'occasion de rebaptiser cette structure qui se veut une ouverture au monde selon ses géniteurs. Elle devient alors l'Union panafricaine des dozo sans frontières. Après 72 heures de travaux, le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières à Semika s'est achevé ce vendredi par un dîner gala, soirée au cours de laquelle les organisateurs ont les activités menées pendant cette 4e édition. Le point avec Hippolyte Milogo et Nathalie Savadogo. Les rideaux sont tombés sur le 4e Salon international de l'énergie, des mines et des carrières Semika. Une soirée gala qui a permis au comité d'organisation
de revenir sur l'axe principal de l'édition, la fourniture des biens et services. Nous avions entre-temps demandé à ce qu'il y ait conjugation d'efforts, à ce que la structure qui existe déjà, que nous appelons l'Alliance burkinabé des fournisseurs de biens et services, puisse revenir sur les sites miniers, les localités qui abritent les sites pour sensibiliser, pour informer. Et nous avons eu la chance que cette structure nous a écoutés, la Chambre des mines. Au cours de cette soirée, des partenaires ont reçu des attestations et les lauréats des trophées. Cette reconnaissance a valu l'appréciation du ministre des Mines et de l'Énergie. Je suis heureux de constater que le bébé qui est né il y a de cela 4 ans se tient debout déjà. Et le logo que nous voyons derrière nous est à jamais gravé sur le net. Et tous ceux qui voient ça aujourd'hui savent qu'il y a une activité, une organisation au Burkina Faso qui s'appelle Semika. Pour la Chambre des mines, les retombées de l'activité minière doivent être ressenties à tous les niveaux. Le thème cette année, c'est la contribution donc, du secteur minier à l'économie des pays de la CEDEAO et notamment la promotion de la fourniture locale de biens et services. Et c'est vers ça que nous devons aller si nous voulons que les retombées de l'activité économique minière au Burkina Faso se ressentent au niveau du tissu économique et au niveau des populations nationales et locales. Ce 4e Semika a été un cadre d'échange et de partenariat fructueux. Le souhait des organisateurs est que les sociétés minières et les entreprises locales s'accordent pour le bien-être des populations. Quels sont les sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite ce lundi? Evelyne Dabiré a lu les différents quotidiens et voici ce qu'on peut en retenir. Les journaux de ce 1er juin reviennent en chœur sur l'hommage rendu aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Différents quotidiens, dont Sidoya, présentent ceux qui sont morts pour la patrie, des noms auxquels le pays associe des images. Puis les différents journaux relatent le déroulement du cérémonial d'hommage. Un hommage marqué par 3 actes majeurs que résume aujourd'hui au Faso: la minute de silence, le dépôt de gerbes et la sonnerie aux morts. Mon confrère de Sidoya informe que les familles des victimes sont prêtes à la réconciliation à 2 conditions, des conditions qui sont la vérité et la justice, précise Le Soir. Cette volonté de justice ressort dans le journal Les Dernières Nouvelles du Faso à travers la promesse du président Michel Kafando faite aux familles des victimes. Croyez-moi, justice sera faite. Le journal Le Soir conclut à ce sujet: pour les martyrs qui ont disparu, on est fiers d'eux, mais on ne veut plus de martyrs politiques, plus jamais ça. Hormis la cérémonie officielle d'hommage, le pays rapporte les à côté de cette cérémonie. Yacouba Jacob Bari, ici en photo, a échappé à un lynchage. La gendarmerie a pu agir à temps. Toujours en page nationale, vos quotidiens reviennent sur la crise qui perdure entre la population de Namisigima et la société. Voilà un élément qui finit en queue de poisson. C'est ainsi également que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.